Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'imagerie médicale, un pilier de la santé mondiale. 2 femmes sud-africaines brisent le plafond de verre dans la médecine nucléaire. Ensuite, une organisation caritative américaine œuvre pour impacter la santé publique au Kenya à travers la formation. Enfin, un nouveau vaccin contre le choléra donne de nouveaux espoirs dans la lutte mondiale contre la maladie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le domaine médical. La radiologie, l'échographie et la tomographie par ordinateur sont certaines technologies qui permettent de diagnostiquer les maladies, suivre leur évolution, mais aussi mieux les soigner. Selon l'OMS, près de 2/3 de la population mondiale n'ont pas accès à la technologie d'imagerie de base, notamment dû au manque de personnel formé. La médecine nucléaire est une spécialité dans l'imagerie médicale qui utilise de faibles quantités de substances radioactives pour diagnostiquer et traiter diverses maladies. 2 médecins sud-africains, 2 femmes, en ont fait leur cheval de bataille. Tuso Kumalo leur a rendu visite. Voici son reportage relaté par Dili Diko. Tôt le matin, le docteur Mokwala est déjà à l'œuvre dans le service de jour de la section de médecine nucléaire de l'hôpital académique Steve Biko. Elle se prépare à examiner et traiter un patient atteint d'un cancer de la peau sans mélanome. Elle est l'un des 100 médecins nucléaires qui desservent les 60 millions d'habitants que compte l'Afrique du Sud. La médecine nucléaire est un domaine en constante évolution. Il faut donc constamment se tenir au courant des derniers développements. Il faut beaucoup lire. Il s'agit d'une discipline d'études relativement nouvelle et elle a réussi à obtenir une licence en médecine et en chirurgie, un titre de membre du Collège des médecins nucléaires, un master en médecine nucléaire et un doctorat en philosophie de la médecine nucléaire. Nous sommes en fait l'un des premiers centres au monde à pratiquer la thérapie du cancer de la prostate à l'actinium-225. C'est grâce à notre mentor et à notre chef de département, le professeur Satege, que nous sommes aujourd'hui l'un des premiers centres au monde à pratiquer ce type de thérapie. En tant que chef de l'unité clinique, le docteur Mokwala supervise au quotidien d'autres médecins qui font également leurs preuves dans le domaine de la médecine nucléaire. Dans cette salle, les patients envoyés par différents médecins pour diverses pathologies sont scannés et les technologues en radiation médicale sont généralement responsables du scannage dans cette salle. Ils placent le patient sur le lit et se tiennent derrière la vitre de la porte et laissent le patient s'allonger et être scanné parfois pendant une période de 5 minutes, parfois pendant 1 heure. Les images sont transmises dans la salle de la Gamma Caméra où le docteur Mokwala et d'autres médecins nucléaires les analysent. La façon dont nous réalisons nos images consiste donc à injecter un composé radioactif dans le corps. Celui-ci suit alors un certain processus physiologique en fonction de ce que l'on veut imager à ce moment-là. À ce stade, il est essentiel qu'ils examinent très attentivement les images pour s'assurer que toutes les anomalies sont signalées. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est de la TEP-TDM ou tomodensitométrie. Elle est généralement demandée par les médecins pour les patients qui ont un cancer. Nous les rapportons donc et cela aide les médecins à savoir si le patient a besoin d'un traitement systémique ou d'un traitement local. Et nous devons également voir si le traitement fonctionne ou non, de sorte que les résultats de nos scanners leur permettent de mieux s'occuper du patient. En tant que présidente de la Société sud-africaine de médecine nucléaire, le docteur Mokwala et son équipe ont été invités par l'Organisation scientifique et médicale internationale, la Société de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire, à participer à sa réunion de juin à Toronto au Canada, en reconnaissance des progrès considérables qu'il réalise dans le domaine de la médecine nucléaire.
Quels défis avez-vous pu relever concernant l'accès aux services d'imagerie médicale dans votre communauté? Par ailleurs, vous êtes-vous déjà inquiété de la sécurité de la radiologie et d'autres techniques d'imagerie médicale? Voici quelques réactions du Nigeria. Pour beaucoup d'entre nous qui vivons dans les zones reculées, il est un peu difficile d'accéder à l'imagerie médicale. Il nous faut parcourir des kilomètres avant d'être orientés vers les régions qui y ont accès. Et même dans les régions dotées de services médicaux, la radiographie de base est relativement accessible pour certains, alors que pour d'autres, en particulier les personnes atteintes d'un cancer, qui est très répandu dans nos régions et dans d'autres endroits, qui ont besoin de soins avancés, c'est un véritable défi. Je pense que c'est très difficile parfois parce que beaucoup de gens ont peur d'aller à cause du manque d'informations à ce sujet. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens craignent de faire des radiographies. Le principal défi est donc le financement et la disponibilité des équipements. C'est toujours un inconvénient pour certaines personnes lorsque les médecins recommandent de faire une radiographie, mais elles se retiennent parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Dans le domaine de l'imagerie médicale, nous avons ce que nous appelons l'accessibilité et ce que nous appelons les soins de normalisation. Il y a donc deux grandes différences entre une communauté rurale et une communauté urbaine. Ainsi, dans une communauté urbaine, il est facile d'accéder à l'imagerie médicale, contrairement à ce qui se passe dans une communauté rurale. Tout le monde demande toujours parce qu'il y a une peur établie ou préexistante à cause du manque de connaissances dans ce domaine ou du manque de sensibilisation. Vous savez, je pense que si nous faisons plus de sensibilisation, les gens sauront que si certaines personnes meurent de maladies qui auraient pu être détectées, c'est parce qu'ils se retiennent à cause de l'ignorance. Donc la peur est là, je l'ai fait parfois. Si les médecins le recommandent, il faut le faire. Le docteur Stephen Ojwang est le PDG du groupe Primary Care Hospital à Nairobi, au Kenya. Il discute de l'importance de l'imagerie médicale et de l'accès en Afrique. Il existe plusieurs formes d'imagerie médicale. Il y a celles qui choisissent une technologie appelée radiation ionisante, qui comprend les rayons X ou les rayons gamma, comme on le voit dans les scanners de médecine nucléaire. Il y a aussi d'autres méthodes qui utilisent des radiations non ionisantes, comme l'IRM ou l'échographie, qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence. Nous avons aussi d'autres méthodes d'imagerie qui dépendent de l'état du patient à ce moment-là. Mais la règle générale veut que l'on commence par la plus simple, puis on progresse. Par exemple, un patient qui tousse et souffre d'infection pulmonaire, la radiographie s'est avérée très utile pendant de nombreuses années au cas où son état persisterait et où nous aurions besoin d'un examen plus approfondi. Nous passerons à la tomodensitométrie, par exemple, parce que l'échographie ne peut pas donner de très bonnes images, parce qu'elle ne traverse pas l'air de manière optimale. De même pour l'IRM, parce que le cœur est en mouvement et les poumons sont en mouvement, le patient respire. L'IRM ne peut être pas la meilleure technique. En revanche, si nous avons besoin d'un peu plus de détails, disons que nous voulons évaluer un patient atteint d'un cancer de la prostate, par exemple, l'IRM serait alors très utile pour réaliser ce que nous appelons une radiographie locale. Mais le scanner serait préférable en cas d'urgence si le patient est victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une hémorragie cérébrale, car il est très rapide, il prend moins d'1 minute à réaliser, alors que l'IRM prendrait probablement 15 minutes ou même plus. L'impact des soins de santé, la disponibilité de l'imagerie médicale, c'est très important, car pour tout professionnel de la santé, le diagnostic de la maladie est le plus important. En effet, une fois que vous avez été en mesure d'identifier ce dont souffre le patient, quel est son problème principal, vous pouvez alors lui fournir le traitement adéquat. Il est évident que certaines personnes hésitent à utiliser l'imagerie médicale. Et c'est à nous, professionnels de la santé, de nous assurer que nous protégeons nos patients. Par exemple, pour les femmes enceintes, nous ne devrions pas les exposer à des radiations inutiles, en particulier au cours du premier trimestre. Il est donc très important de savoir comment traiter la patiente si elle est enceinte, car cela peut présenter un risque pour le développement du bébé. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une mère enceinte ne peut pas passer de radiographie. L'autre élément qui fait hésiter les gens, c'est l'IRM. Donc oui, il y a certainement des zones d'hésitation. Mais ce qui est bien, c'est qu'un diagnostic précis peut vous sauver la vie. Et un diagnostic précis vous permettra de vivre demain et être là pour vos enfants et votre famille.
Selon les experts, le manque de formation est un défi majeur dans le domaine de la santé dans les pays dits sous-développés. Pour pallier ce problème, une organisation caritative américaine appelée Mission to Heal forme des travailleurs locaux au Kenya pour aider les patients dans des endroits reculés. Reportage Juma Majanga depuis le village de Ngurunit dans le nord du Kenya. Récit John Linden. Le centre de santé de Ngurunit, situé dans un village isolé au comté aride de Marsabit, dans le nord du Kenya, est en pleine effervescence. Les habitants se sont rassemblés ici, certains ayant parcouru des dizaines de kilomètres pour obtenir des services médicaux. L'organisation caritative américaine Mission to Heal a fourni des équipements médicaux plus perfectionnés et forme les travailleurs médicaux locaux à leur utilisation. Prendre soin des gens dans leur environnement culturel et familial est quelque chose qui va se faire ici. Nous prenons donc les experts qui vivent ici et nous les faisons venir pour leur montrer comment nous pouvons faire les choses. Le fondateur de Mission to Heal, le Dr Glenn Gill Hood, explique que son objectif est de donner aux soignants locaux les connaissances et les compétences nécessaires pour améliorer les services médicaux dans des endroits aussi reculés que celui-ci. Ils m'ont même appris à gérer de nouvelles conditions ici et là que je ne connaissais pas auparavant. Et ils m'ont même équipé de nouveaux matériels. Un rapport publié en 2019 par l'Institut national de la santé des États-Unis révèle que le manque de formation du personnel constitue un problème majeur pour les soins de santé en Afrique. Kristen Alcorn, une bénévole, affirme que Mission to Heal peut aider. They have the knowledge, but their resources are limited, and so I think that we can help them. Ils ont les connaissances, mais les ressources sont limitées. Je pense donc que nous pouvons les aider à gérer au mieux les choses et à établir des diagnostics et les meilleurs traitements possibles avec leurs ressources limitées. Sinahia Kalahele a parcouru plus de 30 kilomètres pour se faire soigner. Je suis arrivée ici avec beaucoup de douleurs, surtout au niveau de l'abdomen. Les médecins m'ont examiné, m'ont fait 2 injections et m'ont donné des médicaments. Et maintenant, je me sens mieux. La douleur a diminué. Les étudiants en médecine volontaire disent qu'ils apprennent aussi. Il est évident que la culture et les ressources sont très différentes. Cela a donc été une courbe d'apprentissage abrupte pour comprendre ce que nous pouvons faire et ce que nous devrions faire. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, quelques 408 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès aux soins de santé. Mission to Heal affirme avoir formé 3200 travailleurs de la santé sur le continent. L'OMS a approuvé une version simplifiée d'un vaccin oral contre le choléra. Le vaccin Uvicol-S est une formulation simplifiée d'Uvicol Plus avec moins de composants, ce qui devrait permettre de produire plus rapidement des volumes plus importants, a indiqué l'OMS. Il est produit par le groupe sud-coréen U-Biologics, dont l'OMS a déjà approuvé les vaccins Uvicol et Uvicol Plus. Pour l'organisation, le nouveau vaccin a un taux d'efficacité similaire aux formulations plus complexes. Par ailleurs, 3 autres pays africains ont rejoint le déploiement de vaccins antipaludiques ciblant des millions d'enfants en Afrique, le continent qui représente 95% des décès dus au paludisme, selon les Nations Unies. Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone proposent le vaccin antipaludique dans le cadre de leur programme de vaccination infantile. 2 vaccins, RTSS et R21, recommandés par l'OMS, sont considérés comme une percée pour la santé infantile et le contrôle du paludisme. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @LinorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.